So we are joined today by my colleague, Stuart Muhindo, who is guest editor with ICNC. Myself, I am Amber French, and I am co-project lead on REACT. REACT is research in action. You can go ahead to the next slide. Let us know in the chat if you have trouble connecting to interpretation. All right, so we are a partnership between the International Center on Nonviolent Conflict and ActionAid Denmark. Our partnership started about a year and a half ago, and our goal is to bring intentionality to research and writing when it comes to activism and with activists. So really having an activist-led methodology with our work. And so far, we have produced a series of blog articles. Stuart Muhindo is a guest editor of one of those series, and he'll be sharing his work today. And all of our articles are written, edited by activists. And we've been developing more formats for our work this year, including the guest editorship. We've had 2 guest editors now. Stuart is our second one. We've also had a guest editor who produced a series of articles about activism in Latin America. And all of the articles are in Spanish and in English. And as for Stuart's series, as you will see today, they're all available in French and English. And this is important to us in terms of accessibility. Okay, you can go ahead to the next slide. We are here today to listen to our colleagues from various countries in Francophone Africa on the topic of resilience, perseverance, innovation, resisting violence and dictatorship in Africa. There's a concentration on Francophone Africa, as you will see, with colleagues from Senegal, the Democratic Republic of Congo, and Cameroon. I will now introduce Stuart. I had the pleasure of meeting Stuart when he was traveling through Paris, because I'm based in Paris here in France. And I met him about 2 years ago now, or maybe a year and a half ago now. And I learned about his work with Lucha, Lutte pour le Changement, Lucha, which is a long-standing nonviolent movement based in the DRC, who uses nonviolent struggle to denounce, to challenge violence and dictatorship in their country. And they've been around for several years. So we'll hear more from Stuart now. I believe that I covered all the things that I needed to. So, all right, Stuart, I'll hand it over to you. C'est pour toi, Stuart. And let's go to the next Merci slide. beaucoup, Amber, pour l'introduction et la présentation. Et merci à tous les participants qui ont abandonné leurs activités pour participer à ces webinaires. Alors, comme Amber l'a dit, je m'appelle Stuart Muhindo. Je suis militant de la Lucha. La Lucha, c'est le mouvement Lutte pour le changement. C'est un mouvement citoyen non violent et non partisan des républiques démocratiques du Congo. Alors, nous sommes depuis 2012, donc le mouvement existe depuis 2012, et il essaie de donner en fait une alternative d'expression non violente dans un pays qui est déchiré par la guerre. Le Congo, c'est déjà 30 ans de guerre, c'est la moindre revendication qui s'exprime par la force.
et les armes. Et nous avons pensé que cette guerre a échoué et qu'il fallait envisager une autre forme d'action qui soit pacifique et qui soit désintéressée. Et on le fait depuis maintenant 11 ans avec tout ce que cela comporte comme risque. Parce qu'en 11 ans déjà, on a 4 camarades qui ont été assassinés, dont 3 au cours des manifestations pacifiques, mais aussi on a des camarades qui ont été détenus jusqu'à présent, un est en prison pour avoir exigé la paix et il est condamné à 5 ans. Donc voilà, c'est un mouvement qui est en action et qui fait face à énormément de répressions au Congo. Et c'est évidemment cette répression, cette forte répression voilà, que j'ai voulu mettre en lumière, pas vraiment la répression, mais comment les activistes en Afrique essayent d'aller au-delà de la répression, comment ils essaient d'innover, de continuer à militer dans un contexte de forte répression. Et voilà, et essentiellement en tant que francophone, parce qu'au Congo, nous exprimons en français, le besoin était encore plus là, parce que les expériences militantes en français sont très rares, hein, et les programmes d'échange aussi entre militants sont le plus souvent en anglais, où c'est vraiment dur de pouvoir trouver un programme qui permette à ce qu'on échange en français ou qu'on participe à de la formation en français. Et pour moi, c'était intéressant en fait de pouvoir montrer en fait cette capacité des activistes et des mouvements africains à pouvoir continuer à militer dans un contexte qui est particulièrement de violence et de répression. Et la série voilà, que j'ai eu l'honneur de coordonner, elle revient, en fait, elle revient sur 3 initiatives militantes. La première, elle est évidemment du Sénégal. Le Sénégal qui sort d'une élection qui s'est bien passée, hein, mais dont les prémices n'étaient pas du tout bonnes. C'est grâce à l'engagement du peuple sénégalais, à la mobilisation du peuple sénégalais, que ces élections ont pu avoir lieu comme elles se sont déroulées. Et un des acteurs majeurs de cette mobilisation et qui a pu résister à la répression pendant plus de 2 ans, c'est notamment le mouvement citoyen Y en a marre. Et le premier article de la série, donc, c'est de montrer comment Y en a marre, qui a fait face à la répression depuis 2012, depuis sa création pratiquement, comment il continue toujours à pousser, à militer, à innover afin de maintenir la mobilisation sur le long terme et malgré la répression. Et là, nous écouterons en effet un activiste de Y en a marre qui est vraiment un des mouvements sénégalais les plus importants, sinon le seul. Et le deuxième article essaie de montrer comment la jeunesse africaine, au Congo notamment, voilà, les activistes essaient d'innover, essaient de mettre l'art au service de la lutte. Et dans le contexte congolais notamment, c'est la lutte pour la paix et la lutte pour la justice. Comme je l'ai dit dans mon introduction, le Congo, c'est une des crises sécuritaires interminables depuis maintenant 30 ans. Moi qui vis au Congo, par exemple, je suis né pendant la guerre il y a 30 ans et jusqu'à aujourd'hui, la guerre se poursuit. Il y a sûrement des gens qui sont en train de tuer maintenant. Et cette jeunesse-là, comme moi qui est né dans la guerre, elle essaie de trouver le moyen d'exprimer son vouloir de paix et son vouloir de justice. Et cela, c'est à travers notamment l'art. Et là, nous allons notamment découvrir un des articles qui montre comment l'art, l'islam notamment, la poésie, est mise en avant pour exprimer ses besoins de paix et de justice à travers des clips, mais aussi à travers des collectifs artistiques que regroupent un nombre important de militants. Et le troisième article de la série revient en fait au Cameroun. Le Cameroun qui est aussi un pays francophone, qui est, voilà, dirigé par un président qui est en poste depuis plus de 40 ans, je pense, et qui est en fait, dont les citoyens sont abandonnés à eux-mêmes voilà, des entreprises, de multinationales peuvent venir dans les pays
et voilà, mener leurs activités de manière destructive en portant atteinte aux droits sociaux, environnementaux et économiques de communautés, sans que l'État ne soit là pour les défendre. Et dans ce contexte, une organisation communautaire émerge pour essayer de porter ces combats-là face à des multinationales. Et avec un peu plus d'organisation, elle arrive à remporter certaines victoires. Donc, l'idée du troisième article, c'était évidemment de montrer à quel point comment cette organisation s'organise, comment elle mobilise les populations pour s'assurer en fait que cela contribue voilà, à protéger et à défendre les droits sociaux, économiques et environnementaux de communautés locales. Alors, pour moi, pourquoi c'est important, je pense, de lire la série et de pouvoir l'exploiter. Premièrement, c'est d'abord parce que c'est une série qui partage voilà, des approches militantes innovantes et qui ne sont pas toujours accessibles du fait de la barrière linguistique. Comme je l'ai dit, c'est des activistes francophones pour la plupart et c'est difficile en fait pour une audience anglophone comme celui-ci, je m'imagine, de pouvoir avoir de pouvoir accéder à ces expériences. Deuxièmement, je pense que c'est important parce que je crois que le contexte en Afrique, il est un peu plus délicat. Délicat en raison, voilà, lorsqu'on parle de quelqu'un qui s'est fait tuer parce qu'il est allé manifester, donc oui, c'est des choses qui arrivent partout, mais je crois que c'est à des proportions différentes. Et je pense donc que l'Afrique a voilà, on a des choses à apprendre de comment des gens qui sont exposés à une violence un peu plus forte peuvent quand même s'organiser, continuer à militer. Et si nous sommes dans un contexte un peu plus ouvert, peut-être qu'on a un peu plus d'opportunités et peut-être que leurs expériences voilà, peuvent nous inspirer. Donc, pour moi, c'est aussi ça, c'est aussi le fait que ça peut être une source d'inspiration, je crois, pour nombreux activistes, peu importe où ils sont, bien que ce soit des expériences africaines, mais je pense qu'elles ont quelque chose à apprendre à des activistes d'autres continents. Troisièmement, je pense que ces expériences nous donnent une raison de continuer à militer, parce que c'est ça aussi que nous devons chercher en tant qu'activistes. Voilà, c'est bien qu'on se batte, mais parfois on a l'impression qu'on ne gagne aucune victoire, que ça ne marche pas, que ça ne change pas. Mais pouvoir apprendre que d'autres personnes, dans un contexte parfois très compliqué, continuent à se battre, nous donne plus ou moins le courage de dire pourquoi on devrait arrêter, pourquoi on devrait baisser les bras, alors qu'il y a d'autres qui se battent, y compris dans une situation qui est un peu plus difficile que la nôtre. C'est pour ces quelques raisons-là que je crois que la série pourrait être intéressante à lire, à écouter. Et c'est pour cela, évidemment, que j'ai eu le plaisir à coordonner la rédaction avec les trois éditeurs qui sont particulièrement intéressants. Alors, sans plus, pour ne pas prendre beaucoup de temps, on va immédiatement passer au premier éditeur. Voilà, peut-être avant de passer au premier éditeur, c'est déjà bien pour ceux qui le peuvent, de suivre la lucha. On est très actifs sur Twitter et Facebook, donc vous pouvez toujours lire nos contenus et voilà, et pouvoir apprendre de nos activités et peut-être nous soutenir. Alors, sans plus tarder, comme je l'ai dit, on va écouter le premier intervenant, le premier auteur. Il s'agit d'Abdou Kafor Kandi. Alors, Kafor, il est militant de Y'en a marre, comme je l'ai dit. Y'en a marre qui est un des mouvements citoyens sénégalais le plus important carrément. Alors, Y'en a marre a intégré, Kafor, je m'excuse, a intégré Y'en a marre en 2012. Et depuis 2014, il fait partie en fait de la coordination du mouvement. Et Y'en a marre, Kafor, hein, notre éditeur, va essayer de nous présenter comment Y'en a marre maintient plus ou moins la mobilisation pour la démocratie au Sénégal sur le long terme. Parce que le Sénégal a beau être un exemple en matière d'élection ou de démocratie, mais ça reste aussi un pays où la société civile et les mouvements sociaux comme Y'en a marre sont particulièrement plus actifs et cela permet notamment de vivifier cette démocratie sénégalaise. Et pour nous, c'est quand même intéressant d'avoir Kafor
qui est un des acteurs de premier plan dans ce combat et qui peut donc nous partager son expérience. Alors, Kafor, tu as la parole, tu es là? Oui, je suis là. Parfait. Donc, tu as la parole. Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Oui? Non, allez-y. Je voulais juste te demander. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, toi. Bah, j'espère que vous m'entendez, sinon faites-moi signe. Je suis très content de participer à ce webinaire, d'échanger avec vous. Oui, merci, OK. Et sur l'article que j'ai proposé, et pour moi, qui était une façon, en tout cas à moi, en tant que militant, de s'approprier de mon histoire. Quand je dis mon histoire, c'est celle de mon organisation, celle de ma génération qui a intégré un mouvement citoyen dans un contexte comme celui-ci que nous vivons actuellement au Sénégal, c'est-à-dire d'alternance. Et avant même l'alternance, le mouvement était né, mais le contexte qui allait favoriser cette alternance-là avait c'est-à-dire la malgouvernance, la gabegie, la corruption et tout ce qui va avec. Et oui, et Y'en a marre a commencé à prendre ses responsabilités et se dire, écoutez, notre génération, nous, on a déserté l'espace public, la politique, et ce que ça a engendré, c'est la gérontocratie et tout ce qu'on est en train de vivre là, actuellement. Et il faut dès lors se mobiliser et récupérer cet espace, nous réconcilier avec cet espace-là. Et cela, pour ce faire, on n'a pas besoin d'être un intellectuel ni d'avoir des études poussées. Il suffit juste voilà, de réactualiser ce patriotisme qui s'est enfui dans chacun de nous. Et c'est comme ça que ce mouvement est né et porté par des leaders des leaders des cultures urbaines, des artistes, voilà, de toutes les couches socio-professionnelles pour essayer de faire face. Et c'est ce qui a valu à Y'en a marre une contribution quand même dans l'alternance qui est survécue en 2000 à 2012. Et depuis, après, oui, tout le monde se posait la question à savoir qu'allait maintenant devenir ce mouvement citoyen composé de jeunes qui étaient carrément disparates. Et oui, parce que pour eux, nous, notre lutte était axée sur une personne, c'est-à-dire la personne de Abdoulaye Wade. Alors, c'était là venu l'idée de Y'en a marre de dire non, il ne faut pas continuer à maintenir la jeunesse sur cette posture-là, réduire la jeunesse à la contestation, réduire la jeunesse à tout simplement un instrument de mobilisation pour les partis politiques. Il faut qu'à travers Y'en a marre aussi que nous réussissions à dégager un imaginaire, à dégager une vision citoyenne sénégalaise, mais surtout africaine, qui émane de la jeunesse. Et c'est là que, oui, Y'en a marre a commencé à parler de concepts, parler de vision citoyenne intitulée sur les chantiers du NTS, le nouveau type de Sénégalais. Ce concept-là qui a vraiment qui a émergé dans l'espace public. Et aujourd'hui, même les intellectuels en parlent. Quelqu'un de la coalition de Diomaye, la coalition qui a gagné l'élection présidentielle, a brandi ce modèle-là pour dire qu'il faut revenir sur ce modèle que Y'en a marre avait évolué. Donc, ça veut dire que ce concept-là, cette vision citoyenne que Y'en a marre avait dégagée depuis 2012, elle est là présente, elle est là vivante. C'est exactement à partir de cette vision-là que le mouvement Y'en a marre a commencé à structurer des chantiers sur la démocratie, les chantiers sur la participation citoyenne, les chantiers sur les droits humains et la protection des militants, les chantiers sur les cultures urbaines. Et c'est ce concept-là, finalement, cet ensemble de chantiers cohérents à travers des projets qui constitue la vision citoyenne, qui a permis à Y'en a marre d'être là et de ne pas forcément d'être obnubilé par la mobilisation constante sur le terrain. Oui, ça se fait. Mais pour nous aussi, cet aspect de vision, cet aspect
de choses structurées qui vont impacter sur le long terme est importante parce qu'elle est subsidiaire à l'essence même du Y en a marre, qui est la mobilisation. Donc, cet article a été une façon pour moi de revenir sur ça et de faire comprendre à la génération qui est venue après Y en a marre, c'est-à-dire cette génération qui est née en 2000, ou bien en 2015, que ce mouvement-là, on ne peut pas, il ne faudrait pas le résumer à ça, ce qui s'est passé en 2011, mais plus quoi. Et ça a continué jusqu'à récemment à travers les images que vous voyez défiler, la mobilisation et le déploiement de Y en a marre dans l'espace public pour sensibiliser les Sénégalais à aller récupérer leurs cartes d'électeurs, à aller voter massivement. Et Y en a marre, sans vouloir nous vanter, a été presque la seule organisation de la société civile qui a fait ce genre de campagne. On l'a fait un peu partout dans le Sénégal pour aller dire aux Sénégalais, allez récupérer vos cartes d'électeurs et allez voter massivement, sans donner de consignes de vote, parce que Y en a marre est un mouvement apartisan, un mouvement pas équidistant des politiques, mais carrément apartisan. Et c'est ce qui a valu aujourd'hui, je pense qu'on a quand même été aussi déterminant comme en 2012 dans ce qui s'est produit, c'est-à-dire cette troisième alternance qui s'est produite au Sénégal et qui a permis à notre pays de retrouver sa stabilité. Et donc, voilà, et qui a permis encore de faire du Sénégal ce pays-là, pas carrément modèle, mais ce pays qui est regardé comme un espace où la démocratie est un peu vivante, souvent malmenée, très, très malmenée, mais qui est quand même vivante. Donc, voilà ce que j'ai essayé de raconter dans cet article et de manière vraiment subjective en tant que militant qui est à l'intérieur de cette organisation depuis bientôt 13 ans. Et donc voilà, c'est ça que j'ai voulu partager. Et pour moi aussi, c'était une façon de faire connaître un mouvement africain à d'autres parties du monde, comme l'Amérique latine. Nous, on a beaucoup de ressemblances avec tous les mouvements sociaux. Les Africains ont beaucoup de similitudes avec les mouvements de l'Amérique latine. Et j'espère que cet échange va être le début d'un partage d'expérience qui va permettre de nous connaître et qui pourrait être vraiment importante et fondamentale. Donc, j'ai largement dépassé les 5 minutes. Donc, Stewart et Amber, vous allez m'excuser. Mais ce n'était pas facile de résumer tout ça en 5 minutes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Kafor. Je crois que c'était tellement intéressant qu'on ne s'est pas rendu compte que tu avais dépassé les 5 minutes. Mais voilà, après, j'ai quand même une question à te poser, Kafor, avant qu'on passe au deuxième article. Et tu as parlé notamment de de cette vision africaine de Yanamar. Et je crois que tu as raison de l'évoquer. Yanamar, pour ceux qui ne le connaissent pas, Yanamar, voilà, cette vague de mobilisation de jeunesse africaine. Je crois que Yanamar, c'est un des pionniers. Le mouvement, déjà, il est créé en 2011. La Lucha, par exemple, le mouvement auquel je fais partie, est venu en 2012. D'autres mouvements comme Balai Citoyen sont venus un peu plus après. Et Filimbi, très récemment, en 2015. Donc, oui, donc c'est avec légitimité que vous avez raison de parler de cette vision africaine des Yanamar. Mais je me dis, c'est évidemment quoi la vision africaine des Yanamar? Est-ce qu'il y a déjà des activités implémentées au niveau africain pour soutenir cette vision? Merci beaucoup, Stewart, et ça me permet de revenir sur une partie de ce que de mon texte qui parle de cette vision citoyenne. Et pour nous, nous considérons au niveau de Y en a marre que la vision panafricaine, elle est plurielle. Mais nous, quand même, notre vision panafricaine ou même africaine, parce que notre vision africaine, nous l'inscrivons en réalité dans notre vision panafricaine. Et c'est une façon pour nous de continuer tout simplement le travail de nos pères africains, les Julius Nyerere, les Sankara, Cheikh Anta Diop. Pour nous, c'est ça en fait la continuité, c'est-à-dire voir comment faire en sorte que les peuples finalement s'approprient de la vision panafricaine, s'approprient de l'intégration africaine. Et il ne faudrait plus laisser l'intégration africaine
à travers les mains des politiques. C'est à nous, peuple finalement africain, de nous s'approprier et de l'utiliser et de s'appuyer sur des instruments culturels, coutumières qui existent. Il faudrait que nous, peuple africain, qu'on arrête de nous dire, oui, c'est aux politiques de décider qui doit entrer dans tel pays, qui doit en sortir. Ce débat est en train de se poser ici au Sénégal. Et pour nous, c'est cette façon-là de continuer ce que ces pères ont commencé. Et aussi du point de vue organisationnel, Y'en a marre est en train de développer un projet qui est carrément panafricain, c'est-à-dire d'avoir un espace qui s'appelle Caribou, qui est dédié aux militants africains persécutés et contraints à l'exil à Dakar. Donc, beaucoup de mouvements citoyens voient Y'en a marre une façon. Bon, le Sénégal, parce que oui, le Sénégal est considéré comme un pays relativement stable et en venant se réfugier ici au Sénégal, ils pensent que Y'en a marre pourrait les servir, en tout cas l'espace de Y'en a marre pourrait les servir à continuer le militantisme. Mais malheureusement, faute d'infrastructures, d'espace, ces gens-là rejoignent l'Europe, l'Occident de manière générale. Et le militantisme, sur le long terme, ne pourrait plus bénéficier à l'Afrique. Donc, pour nous, c'est avoir cet espace-là implanté ici au Sénégal va permettre aux militants de transformer l'exil, de repenser l'exil. Et cet espace existe actuellement au Sénégal et parallèlement aussi dans quelques mois, nous allons vers la construction physique de cet espace-là. Et aussi, un autre exemple par lequel je vais terminer, c'est Afriki. Afriki qui est un réseau panafricain de mouvements d'activistes qui a été fondé par la Lucha, Y'en a marre, Balai Citoyen. En tout cas, ces mouvements qui sont très en vue ici dans le continent africain. Et Afrique, c'est justement ça, voir comment nous, en tant que mouvement, comment on peut avoir un espace où nous, à partir duquel nous décidons, à partir duquel nous partageons, nous développons nos propres instruments de lutte, nous développons notre propre vision. Et en perspective, il y a une réunion qui s'est tenue récemment à Nairobi et on va avoir aussi une autre réunion à Nairobi. Et pour rappel, Afrique a organisé quand même 2 UPEC au Sénégal, 2 grandes UPEC, l'Université populaire de l'engagement citoyen. Donc, je vous encourage à aller un peu regarder ce que l'Afrique est en train de faire et qui est en train de matérialiser la vision citoyenne, la vision africaine ou panafricaine même de tous ces mouvements africains qui constituent ce réseau-là. Alors, merci beaucoup, Kafor. Donc, on aura, peut-être qu'il y a déjà des questions, mais on aura cet espace de questions. J'imagine que, voilà, je vois déjà un père qui en veut. Ouais, un peu. Juste pour nos autres 2 intervenants, s'il vous plaît de parler lentement, clairement. On a la chance d'avoir des interprètes et on va faire de notre mieux. Ce n'est pas du tout évident d'avoir un webinaire organisé dans 2 langues et il ne faut pas s'attendre à la perfection. Ça, c'est dur pour moi de le dire. Je suis très perfectionniste. Mais ça va nous aider beaucoup que chaque intervenant et puis nos participants à la fin, quand vous posez vos questions, s'il vous plaît, parlez lentement, clairement, et ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amber. Et voilà, et ça, c'est déjà un message pour Eliane Feza qui va prendre parole. Alors, Eliane Feza, c'est une jeune slameuse. Voilà, elle fait du slam. Et elle est aussi une militante, notamment des droits humains qui est active à Goma. Goma, c'est une ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, elle fait du slam au sein d'un collectif appelé Collectif Goma Slam. Et ce collectif, c'est en fait un espace pour libérer la parole. Après, c'est elle qui en sait un peu plus. Alors, elle est aussi engagée pour, voilà, dans les questions environnementales. Et elle prend vraiment, elle est engagée en tant que défenseur des droits humains au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, Eliane, j'espère que tu es là.
Et tu as aussi 5 minutes pour présenter un peu, déjà Go Marslam Session, mais aussi l'économie de ton article. Et c'est là, tu le fais lentement et clairement, comme l'a dit Amber. Iliane, t'es là? D'accord, merci. Ah, Oui, ça je marche. suis là. Ça Vous marche. m'écoutez? Oui, oui, ça va, ça va. Vous On m'écoutez? vous- D'accord, merci beaucoup. Merci Stewart pour la parole. Merci également à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre dans ces webinaires. Je suis vraiment ravie de vous présenter aujourd'hui le sujet de mon article qui parle sur l'islam pour dénoncer les violences et l'impunité en République du Congo. J'allais vous demander, parce que dans l'article, je parlais de Bosembo. Bosembo en soi, c'est dans la langue en lingala qu'on parle du Congo. Bosembo veut dire en français. Alors, Bosembo, c'est une statistique d'islam. Bosembo porte haut la voix de victimes de guerres commises République démocratique du Congo. Depuis vraiment beaucoup de temps, atrocités, ces massacres sont reliés dans le rapport mapping de l'ONU dans une période 1993 à 2003. Bongo, c'est un plaidoyer que ces victimes de ces atrocités, de ce massacre à l'est de la République du Congo puissent recevoir la justice. Ces victimes puissent aussi, je peux dire, que réparation suite à, à tous ces actes qu'elles ont pu subir grâce à la guerre. Bosembo est une œuvre artistique dans la militant non violent Ben Kamuntu. Muntu, c'est un jeune à la ville de Goma, et un militant de la lucha. Un jeune qui a passé vraiment pas facile comme enfants de l'Est de la République démocratique. Depuis son enfance, il a eu la guerre et jusqu'à même à l'âge adulte, comme il a dit, il a aussi Excuse-moi, Eliane, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu m'entends? Jeune, il s'est orienté là. Il s'est dit comment est-ce que moi contribuer à une lutte non, tout en portant haut l'expression, la justice et la réparation de plusieurs des guerres à l'est de la RDC. Pourquoi il a produit l'œuvre Bosembo? Il demande à ce que la justice soit faite aux victimes de guerre à l'est du Congo, de Bosembo à la communauté internationale, tribunal international pour juger toutes ces personnes auteurs de crimes à la RDC et que le tribunal permette à ce que ces victimes puissent avoir réparation. Et je suis vraiment reconnaissante à ICLC d'avoir publié. Vous allez comprendre à l'article que ces jeunes avaient trouvé un moyen pour, d'une manière non violente, mais en faisant transmettre le message qu'il avait à travers de son art.
a créé le collectif Goma Slam, dont j'en fais également. C'est un collectif de slameurs et de rappeurs. Ils ont eu à créer un programme qu'on appelle Slamothérapie. Et au film de guerre, de recevoir une thérapie au travail. Et ces séances de slamothérapie sont animées par des slameurs. Si j'en fais partie de ces formes de slamothérapie, nous essayons avec des femmes violées et beaucoup de personnes qui ont été victimes de je suis vraiment de savoir que vous avez porté vraiment une attention à l'exposé. Vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps. Je vais remettre la barre et voilà, je vous dis. Merci beaucoup, Elia, pour l'exposé. Ben, la connexion n'a pas été du tout bonne, mais oui, vous étiez visible. Je pense que certains ont pu vous écouter. Et dans tous les cas, il y a l'article au cas où quelqu'un pourrait être intéressé à en savoir plus. Mais merci déjà pour voilà, l'exposé. J'ai juste une question pour toi. Alors, comme vous le dites, Ben et vous, et probablement nombreuses personnes membres du collectif Goma Actif, Goma Slam Session ne sont pas, n'ont connu que la guerre, quoi. Et après, il faut l'islam sur la paix. Alors, je me demande, voilà, est-ce que c'est aisé pour vous de trouver, parce que l'islam, c'est les mots, hein, est-ce que c'est aisé pour vous de trouver des mots pour décrire finalement une paix que vous n'avez jamais connue, parce que vous n'avez connu que la guerre? Est-ce que dans ces processus, en tant que de gens voilà, qui essaient de guérir par les mots, d'exiger la paix par des mots, est-ce que c'est aussi facile à trouver ou qu'est-ce que vous faites pour finalement exprimer un désir que vous n'avez jamais connu dans votre vie? Alors, est-ce qu'Eliane m'écoute? Alors, je pense qu'Eliane a un problème de connexion. Je nous propose de passer au troisième intervenant qui a préféré rester anonyme. Alors, Eliane, on a dit qu'on on va revenir à la question dans la séance des questions et réponses. Ce sera peut-être la première à laquelle tu vas répondre, si tu veux, en fait. Comme ça, on passe à l'intervenant suivant. Alors, l'intervenant suivant, je le disais, il a décidé pour des raisons personnelles de rester anonyme. Donc, c'est un militant du Cameroun et qui va essayer de nous présenter quels sont voilà, les abus environnementaux, socio-économiques que subissent les populations locales de la part des multinationales, des entreprises, de grosses entreprises européennes, et comment leur organisation essaie voilà, d'organiser les communautés afin de résister à ces différentes exploitations, à ces différents abus. Donc, monsieur l'anonyme, tu as la parole. Bonjour à tous. J'espère que vous m'écoutez. J'espère que le son est bien. Désolé pour moi. Ok. Non, il est parfait. Ok. Pour des raisons indépendantes pour moi, cette fois, on va aller comme ça, en anonymat. Mais je promets que rapidement, on reviendra sur des formes un peu plus claires. Voilà. Disons qu'il faut noter que oui, je suis camerounais, je suis au Cameroun et pour le moment, effectivement, nous avons fait un article effectivement dans le cadre
pour une agriculture vraiment durable chez nous et surtout les questions de respect de l'environnement. Et donc, nous avons commis notre article qui permettait de présenter, déjà de faire l'éclairage sur les activités des multinationales dans notre pays et ça du Cameroun, que ce soit des multinationales exploitant des palmeraie, des champs de canne à sucre ou bien du caoutchouc, il y en a beaucoup. Et donc aujourd'hui, les activités ont un impact énorme sur le côté environnemental avec des questions de pollution des eaux des rivières, les pollutions, des destructions des champs et tout ce qui va avec. Et aussi qui pose d'énormes problèmes sur l'aspect de santé, effectivement, des riverains. Donc, notre article essaye de présenter un peu tous ces mots et de montrer effectivement comment, en tant que citoyen et en tant qu'organisation, notre travail au quotidien est de travailler pour qu'il y ait une mobilisation citoyenne et pour qu'il y ait une participation active, effectivement, des citoyens, des habitants riverains de ces différentes plantations pour eux-mêmes être au centre de leurs revendications. Pour être au centre de leurs revendications. Vous me confirmez que le son est bon, hein, si, au cas où. Non, il est bon, il est bon. Voilà, voilà. Donc, notre organisation au quotidien, effectivement, essaye de travailler avec les habitants, les riverains, dans le cadre de renforcement. Nous, on parle d'organisation surtout parce que ici, c'est la construction des comités citoyens, effectivement, dans les différents villages, dans les différents quartiers des villes, pour que les citoyens soient les premiers concernés eux-mêmes à porter les problèmes qu'ils auront identifiés et qu'ils auront pris la peine de prioriser en fonction de qu'est-ce qu'ils veulent, sur quoi est-ce qu'ils veulent commencer. Et les renforcements de capacité vont dans le sens, effectivement, amener à avoir la stratégie et les techniques nécessaires sur l'interpellation et amener et relever les différents leviers de pression pour permettre aux décideurs de pouvoir prendre en compte les besoins des habitants. Et il faut noter que pour la rédaction, effectivement, de cet article, c'était un challenge personnel, quoi. On est habitué parfois à faire des rédactions dans d'autres cadres, les rapports et tout ce qui va avec, mais c'était la toute première fois que personnellement, je m'essayais dans des rédactions d'articles de presse et beaucoup de bénéfices, vraiment beaucoup d'apprentissage de mon côté. J'ai beaucoup appris avec les retours qui ont été faits, avec les différents échanges faits entre les autres et moi qui ont permis d'améliorer, de savoir agencer et tout. On a eu pas mal de difficultés parce que la situation permet aujourd'hui de aussi vraiment faire attention sur ce qu'on écrit. On est aujourd'hui dans des états où la répression est directe sur les cibles, les sources. Et chaque fois qu'on a écrit, les écrits sont interprétés différemment et c'est sur ces motifs-là parfois qu'on est attaqué. Pourtant, l'article porte sur quelque chose d'assez libre. Bon, voilà, c'est des difficultés. Il fallait trouver des mots justes. Il fallait véritablement se rassurer que l'article essaie de présenter tout ce qu'on a besoin comme problème et les différents éléments qu'on a. Donc, en tant que suggestion, effectivement, comme je le dis souvent, aujourd'hui, il est important pour nous que les différents militants qui sont dans les rédactions soient de plus en plus renforcés. Peut-être pas seulement dans une phase d'une série, peut-être même dans des sessions intermédiaires, à ces éléments de renforcer pour faciliter effectivement ce différent temps qu'il doit y avoir. Et aussi, on a aussi pensé que la protection des militants, des activistes, c'est quelque chose d'assez primordial aujourd'hui en Afrique parce qu'on est ouvert à toute forme d'attaque, on est ouvert à toute forme de ciblage et vraiment ça devient assez important. Et je crois que c'est l'un des motifs aujourd'hui où beaucoup ne veulent pas s'engager. Mais on préfère ne rien faire. Pour nous, c'est un crime. On continue à se battre pour que, même dans les contextes assez difficiles, qu'on puisse trouver des solutions et
et voilà que la population retrouve son bien-être. Et dans le cadre effectivement de la communauté internationale, nous, on peut juste appeler la communauté internationale vraiment à porter haut la voix ce que nous relevons comme problème dans nos pays. Parce que nous, on pense aujourd'hui qu'il y a des pratiques qui sont utilisées chez nous comme les épandages aériens, alors qu'en Europe, c'est interdit. Et ces multinationales qui viennent beaucoup pour la plupart d'Europe viennent en Afrique pratiquer des méthodes qui ne sont pas acceptées dans leur territoire d'origine. Et nous pensons aujourd'hui qu'il est important de dénoncer en haut lieu et dans leur pays d'origine aussi, afin qu'on puisse savoir concrètement quelles sont les méthodes qu'ils utilisent chez nous. Nous voulons une agriculture qui n'est pas basée sur le sang, mais qui est basée effectivement sur des ententes, sur la protection des vies des citoyens de nos pays, et qu'on ne soit pas là pour exploiter nos terres, et exploiter même nos vies. Voilà. Et nous souhaitons aussi véritablement, je parle des questions de sécurité, que la sécurité ne soit, la communauté internationale aussi nous appuie sur des questions de nous permettre de mobiliser le maximum de fonds pour faire ce travail qui est assez délicat, qui est très, très coûteux pour nous sur le terrain. Et voilà, même dans la précarité, on se bat à faire le minimum de ce qu'on peut, mais on en a vraiment besoin de ces moyens. Et surtout le côté sécuritaire, pas seulement les individus entièrement, mais aussi la protection des organisations sur le plan entier. Parce que aujourd'hui, on parle d'organisation, mais là, nous sommes certes des militants les plus en vue, mais c'est des équipes, c'est des jeunes, c'est des vieilles personnes qui concourent à toutes ces organisations pour faire tout ce travail honorable aujourd'hui. Et voilà, je suis en félicitant vraiment tous mes camarades qui, dans les pays, connaissent tout ce travail, font le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup, Monsieur l'anonyme. Pour que l'Afrique de demain soit une Afrique assez mature, se défendre et de revendiquer. Merci beaucoup, chers collègues camerounais, pour la présentation plus ou moins de la situation et comment vous, au niveau de votre organisation, vous essayez voilà, de mobiliser, d'organiser les communautés afin qu'elles réclament le respect de leurs droits sociaux, économiques et environnementaux. Peut-être avant d'ouvrir la vraie phase des questions, et j'ai vu déjà certaines questions posées, est-ce que à votre niveau, au niveau de l'organisation, il y a des programmes, il y a des initiatives pour mettre la pression sur les multinationales au niveau de leur pays d'origine? Parce que généralement, dans leur pays d'origine, ils se présentent comme des entreprises vertueuses qui respectent les communautés de là où ils travaillent. Est-ce que la lutte, vous la maintenez juste au niveau du Cameroun, ou est-ce que vous avez un moyen de pression auprès de ces multinationales dans leur pays d'origine? Marius? Alors, je pense qu'il n'est pas là. Peut-être qu'on va immédiatement passer à la phase des questions et réponses. Amber, je ne sais pas exactement comment on procède. Est-ce qu'on commence par les questions qui sont déjà posées dans les chats, ou voilà, ou peut-être on donne directement la parole. On commence par les questions dans les chats. Alors, j'ai vu deux ou trois questions notamment venant de Abdourahman Mohamed Pilé. Alors, j'espère que Kafor est là et qu'il arrive aussi à lire les questions. La première, c'est: quelles sont les principales astuces et étapes pour une mobilisation citoyenne dans un pays très fermé et répressif, où il n'existe carrément pas une société civile parce qu'elle est étouffée? Je crois que je peux carrément joindre la question avec la deuxième, où il dit, où les gens, je pense que c'est un activiste djiboutien, et au Djibouti, c'est un pays voilà, où règne la dictature, où c'est carrément compliqué de pouvoir se mobiliser. Donc, comment on fait pour mobiliser le moyen et pour pousser les gens à venir participer
aux différentes mobilisations. Est-ce que vous avez des idées sur des supports didactiques comme des dessins animés pour éduquer les gens dans leur langue locale, surtout pour les gens qui ne parlent pas français? Donc, Kafo, j'ai vu que la question m'est aussi adressée, mais je souhaite que ce soit toi qui commences à répondre. Euh, Merci beaucoup, Stewart, mais je pense que tu es plus habilité à répondre à la première question pour la simple et bonne raison que moi, pour être vraiment franc, je n'ai jamais vécu dans un pays où il y a une fermeture totale de l'espace civique. Donc, vous voyez, contrairement le Sénégal comparé à la RDC, c'est diamétralement opposé. Moi, je suis très fasciné par le travail de la LUPIA, comment cette organisation réussit à se déployer et je pense qu'il apprendra beaucoup de toi. Mais tout ce que je peux par exemple dire, pour moi, il y a des leviers essentiels sur lesquels il faut vraiment euh, s'appuyer. C'est levier, c'est artistique d'abord. Ça peut être artistique. Et nous, Yanamar l'a expérimenté. Yanamar a beaucoup utilisé les cultures urbaines, c'est-à-dire le rap, et pour faire passer son message, pour conscientiser et aller vers l'éveil des consciences des jeunes. Et je pense que c'est quelque chose qui a été très, très, très décisif dans la mobilisation de Yanamar et de la jeunesse sénégalaise dans sa globalité. Et peut-être que c'est ce que j'avais à partager, mais je pense que tu auras beaucoup à lui partager sur cet aspect-là. Alors, merci beaucoup, Kafo, déjà pour cette première option. Et voilà, après, ce n'est jamais facile je pense, de militer dans un contexte très répressif parce que oui, on peut mourir à tout moment. Et ça c'est quand même une alternative que personne ne se souhaite. Alors, je pense que voilà, il est pour essayer de diminuer les risques des répressions, parce qu'il ne faudrait pas arrêter la lutte, je pense, mais il faudrait juste essayer de militer sans prendre trop de risques. Et moi, l'idée, c'est notamment de mener des actions symboliques. Alors, voilà, c'est facile de venir, d'organiser une manifestation et dire, on demande à tel maire de la ville de démissionner. Là, on voit que c'est une action, voilà, de confrontation. Mais si on est imaginatif, peut-être qu'on peut, voilà, on peut peut-être juste trouver une façon innovante et peu risquée de mener cette action. C'est peut-être voilà, d'écrire sur les rues, de mettre des affiches partout. Ça, évidemment, ce n'est pas sans risque, mais oui, je pense qu'il y a une façon de mener des actions de manière symbolique sans pouvoir se mettre en danger. Et ce n'est pas évident. Enfin, Abdourahmane, peut-être que je ne lui apprends même pas ça. C'est juste, je pense, il connaît que, voilà, que pour avoir déjà parlé avec un père de lui, de comment, par exemple, ils ont mené une action en venant avec un cercueil à l'abandonnat au milieu de la ville, avec un message dedans. Et lorsque c'est un cercueil, tout le monde pense que c'est quelqu'un qui est mort, il vient voir. Donc après, c'est une action, elle est plus ou moins presque sans risque, mais elle est forte à terme de message, à terme de symbole. Donc, je pense que ça, c'est une alternative. Et sur le côté de moyens, je pense que c'est faire avec ce qu'on a. Je pense que déjà le moyen qu'on a, après peut-être que je parle juste de l'expérience Lucha, en tout cas, la Lucha pour nous, c'était une façon aussi de refuser cette tendance à toujours considérer qu'il faut un soutien pour pouvoir agir. On pense que la situation que nous vivons, si nous pensons que nous ne sommes pas à mesure de la solutionner nous-mêmes, sans nécessairement avoir besoin de moyens, ça veut dire qu'on n'est pas prêt au changement. Donc, après, je ne dis pas que les moyens extérieurs ne sont pas importants pour la lutte, mais je dis juste qu'on ne devrait pas se sentir bloqué par eux. On devrait toujours essayer de trouver le moyen voilà, d'adapter sa lutte aux moyens qui sont à notre disposition.
Donc, encore une fois, voilà, c'est être imaginatif. Déjà, par exemple, CAFOR vient de proposer la musique. C'est un moyen intéressant pour promouvoir la lutte parce que c'est facile d'interdire une manifestation, mais un concert, voilà, il faut parfois beaucoup plus pour qu'on l'interdise. Donc, voilà, et peut-être aussi une autre façon, c'est la solidarité africaine, c'est la solidarité des mouvements, la solidarité des luttes qui est notamment mise en exergue à travers Afriki, les réseaux dont CAFOR nous a parlé. Donc, peut-être que ça pourrait être intéressant de prendre contact avec CAFOR, même avec moi, et après, on va essayer de voir comment, dès loin, Afriki et toute la communauté militante d'Afrique peut continuer à soutenir le peuple de Djibouti dans sa lutte pour la paix, pour la démocratie et pour un peu plus de liberté. Alors, sur les supports didactiques, personnellement, je n'en ai pas et je pense que ICNC pourrait les avoir parce que c'est eux qui font la formation et peut-être le développement de supports éducatifs sur le militantisme. Mais je pense que c'est quelque chose d'important. Je suis d'accord avec toi que dans nos pays, tout le monde ne parle pas français et il est important donc de trouver des moyens de rendre l'information sur la lutte accessible à tout le monde. Et ça, peut-être, ça peut être une recommandation à Amber et à l'ICNC de trouver des moyens de concevoir des supports qui peuvent voilà, des supports éducatifs pour toutes les personnes intéressées par la lutte. Alors, j'ai vu que les collègues du Cameroun ont soulevé la main. C'est peut-être pour répondre à la question de Anne-Marie Coudour, je m'excuse si j'ai mal prononcé, qui a posé une question sur la situation de multinationales. À toi, cher Camerounais. Allô? Ah oui, oui, oui. OK. Je voulais apporter un élément d'appui sur les méthodes pour éviter la répression. Ça est énorme aujourd'hui sur les organisations de droits de l'homme. Nous, par exemple, ici, on a des habitudes pour ce que nous faisons parce que hommes des multinationaux aussi, on est sur l'organisation des citoyens sur des questions de service public. Et généralement, ce qu'on fait ici, c'est de faire des mobilisations avec des actions que nous on appelle des actions originales. Ça veut dire que ce n'est pas seulement de prendre des pancartes et aller dans la rue, qui est la chose la plus facile à massacrer, mais c'est généralement d'organiser des mobilisations avec des scénettes, avec des flash mobs, sur des chorégraphies dansantes, sur des scènes de théâtre. Et c'est à travers effectivement ces éléments qui permettent après que le public amassé peut en ce moment faire ressortir des messages qui appellent à ce qui vont avec. Et aussi, l'autre technique que l'on utilise, c'est de se rassurer que les revendications qui sont portées sont véritablement légitimes. Ça, c'est un peu plus facile sur les questions de services publics parce que là, ça concerne effectivement les gestionnaires de services publics. Bon, mais maintenant, c'est un peu plus délicat sur les multinationales. Vous savez, les multinationales ont d'abord ce qui est de leur ressort, sont venus en Afrique, ça fait du capital et ça fait des bénéfices. Donc, du coup, c'est un peu plus complexe parce que tout ce qui est fait et surtout toutes nos initiatives qui sont faites en termes de rédaction, en termes de papier, en termes d'articles et qui sont relayés à l'international, pour eux, les portes préjudice, quoi. Ça veut dire que tout ce que c'est fait à l'international, pour eux, ça a plus de regard. Mais quand c'est fait sur le plan national, parfois, ça n'a pas beaucoup d'impact en fonction de quels sont leurs intérêts. Mais il nous est arrivé de mener des initiatives au niveau de l'international, de la nationale ici, qui ont permis même d'avoir des résultats un peu comme la initiative qui a permis d'avoir des compensations même de
quelques paysans, juste parce qu'effectivement, nous rentrons toujours dans le modèle de faire une mobilisation basée sur des éléments comme le théâtre, des scénettes, de faire quelques chorégraphies et tout. Parce que nous, on l'a basé effectivement sur un modèle que nous, on appelle du community organizing, qui voudrait effectivement que les actions qui doivent être faites ne soient pas des actions juste pour vendre des messages et tout ce qui va avec. Bon, maintenant, pour revenir sur la question, c'est très complexe les multinationales, les actions des multinationales, pratiquement sur les organisations de défense, les communautés qui défendent ici, parce qu'il faut dire les choses, ils se sont arrangés à mettre à l'aise les dirigeants, que ce soit en localité ou bien que ce soit sur le plan national. Ça veut dire qu'ils prennent le... On n'a pas compris pourquoi ils préfèrent donner beaucoup de moyens aux autorités au lieu d'utiliser ces moyens pour pouvoir effectivement régler les quelques problèmes qu'il y en a. Donc, du coup, c'est pour ça que ça rend effectivement notre travail assez complexe, parce que quand vous vous attaquez à une multinationale, vous avez l'impression que vous êtes attaqué à toutes les autorités, que ce soit les autorités locales ou bien que ce soit certaines autorités sur le plan national. Mais on arrive chaque jour à regarder et à prioriser en fonction de se dire il faut quand même obtenir des petites victoires et qui pourront vraiment faire asseoir la possibilité d'obtenir des petites victoires. C'est complexe, mais on essaie chaque fois de faire des petits efforts pour obtenir des petites victoires. Parce que ce n'est que ces petites victoires qui rassurent les membres, les citoyens qui sont au quotidien marqués par rapport à ça. Alors, merci beaucoup, chers collègues camerounais. Alors, déjà, j'espère que Abdourahmane a essayé de comprendre ce que vous dites. C'est pertinent dans le cadre de comment militer dans un contexte particulièrement répressif. Et j'espère que tu as aussi lu le commentaire de Anne-Marie qui propose de contacter le journaliste français Hugo Clément, qui produit une émission Vert de rage sur France TV et qui pourrait faire un reportage sur la question. Donc, c'est déjà une de bonnes options. Je voulais aussi te proposer de répondre à la question des spectateurs anonymes, un autre anonyme comme toi, qui demande est-ce qu'il y a un exemple ou quelques exemples d'actions concrètes qui ont porté des résultats au niveau de votre organisation au Cameroun. Est-ce que c'est possible de répondre à cette question? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bon, maintenant, si je veux m'en tenir au dernier qui concerne effectivement les multinationales, peut-être sans revenir sur le nom, c'est la dernière action que nous avons menée sur la multinationale, ça consistait à l'utilisation des méthodes de traitement des bandages. Et pendant cet exercice, les produits, les pesticides utilisés se sont déversés sur des champs avoisinants appartenant à quelques paysans et qui ont totalement brûlé ces champs. C'était des arachides, des trucs de manioc, des feuilles de manioc, parce que chez nous, les feuilles aussi sont consommables. Et voilà quoi, il y a eu des hectares de champs de ces paysans qui ont été brûlés. Et nous avons donc mis en commun en tout cas, puisqu'ils sont déjà tous membres du comité citoyen, on a identifié le problème. Nous-mêmes, nous avons fait une petite enquête sur les champs, regardé tout ce qui avait été brûlé. Et nous avons donc choisi de faire qu'un huissier puisse constater ça, pour que ça puisse être pas comme quelque chose inventé. Et après, nous avons donc interpellé la direction de la multinationale par courrier avec le constat d'huissier. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse. Et quelques semaines après, nous avons donc décidé de nous mobiliser en allant à la direction générale de l'entreprise avec des cultures brûlées. Donc, nous avons mis dans des sacs ces cultures brûlées. Nous sommes allés au centre-ville, à la capitale, avec ces cultures brûlées, où la mobilisation se fait devant la direction avec ces cultures que nous avons déversées au sol symboliquement en signe de remise de cadeaux au directeur général de ces cultures-là. Mais l'idée étant de nous faire voir l'impact
effectivement de ce que nous sommes en train de dire. Et notre courrier portait clairement les revendications et présentait les problèmes qui devront impacter en termes de nutrition, en termes de capital moyen pour ces paysans qui utilisent ces champs pour se nourrir et pour avoir quelques petits rentrées financières. Et voilà quoi. Et cela a débouché finalement sur une rencontre de négociation avec le directeur général et ses collaborateurs en présence du maire de la ville, qui a permis de discuter. Ils ont présenté leur défense, mais il faut noter qu'avant ça, ils avaient envoyé une équipe sur le terrain pour venir faire le constat eux-mêmes, en tout cas une contre-expertise. Voilà, et je crois que le fait qu'il y ait eu cette réunion montrait déjà que la multinationale reconnaissait sa part de responsabilité dans ça. Voilà, et autour de la table, on a discuté. L'idée était pour eux de nous montrer que là où les paysans cultivent, ça fait partie du bail, de leur bail, mais voilà, c'est nous là qui pouvaient nous donner cette information, mais nous, on avait des éléments quand même de montrer que ces gens cultivent là-bas depuis des années, on ne les a jamais dit que c'est un bail appartenant à l'entreprise. Et dans les discussions, nous, on réclamait carrément le paiement de 100% de ce qui a été détruit. Bon, malheureusement, dans les négociations assez vraiment énergétiques, pointueux et assez tendues, à la fin, on est arrivé à un accord où l'entreprise a versé près de 6 millions de francs CFA, je ne sais pas comment ça s'appelle, 6 millions de francs CFA à ces 5 paysans en fonction, et chacun a été payé au prorata du nombre d'hectares qui a été évalué. Voilà quoi. Donc voilà l'une des victoires sur les multinationales. Mais sur les services publics, nous, on en a beaucoup. On en a beaucoup sur l'accès à l'eau, sur l'accès à l'électricité. Voilà. Merci beaucoup, Anonymous. Je pense que c'est déjà un exemple. Et voilà, et l'idée de ce space, c'est aussi, OK, s'il y a un intérêt particulier sur une question, c'est toujours possible de poursuivre les échanges en privé. Mais au moins, le spectateur anonyme qui a posé la question en anglais a on l'espère, compris. Alors, il y a aussi une question pour toi, Kafor. Il vient une question de Private Seka. Je m'excuse si j'ai mal prononcé. Il dit, le Sénégal est reconnu pour sa démocratie exemplaire malgré quelques heures, mais qui a toujours eu un bon dénouement. Quelle stratégie vous pouvez proposer aux activistes des pays où les partis au pouvoir s'accaparent du pouvoir de l'État pendant des années? Et ça, c'est beaucoup de pays. C'est le Togo, c'est le Cameroun, c'est le Rwanda. Quelle stratégie vous pouvez proposer aux activistes de ces pays-là, cher Kafor? Merci beaucoup encore une fois. Et je pense que je vais me répéter parce que souvent en Afrique, on a les mêmes problèmes, mais les contextes ne sont pas les mêmes. Le contexte sénégalais n'est pas le même que le contexte camerounais. Donc, est-ce que le modèle sénégalais ou les instruments ou la façon de mobiliser que le Y en a marre a utilisé ou bien la société civile a utilisé au Sénégal, est-ce que ce modèle-là peut être dupliqué au Cameroun? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et comme il l'a rappelé dans sa question, quand même, le Sénégal a toujours eu une société civile très forte. L'espace physique n'a pas été trop fermé, comme s'il l'a dit tout à l'heure. Il y a de temps en temps des tensions, des fermetures, des tensions, mais ça, c'est souvent en période électorale, quand le cycle électoral s'approche. Et après le cycle électoral, on constate que l'espace est carrément ouvert jusqu'aux prochaines élections. C'est pour ça que vraiment, j'évite de dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Parce que je n'ai pas l'expérience du milieu, de l'environnement. Je connais ces régimes-là à travers à travers moi, ce que j'ai pu lire, notamment la façon dont ils ont duré au sein des affaires et qui ont fait qu'ils ont pu construire quand même un système de répression énorme. Et je pense que ça aussi, il faut beaucoup de travail, d'abnégation et de détermination pour arriver à bout de ces régimes-là. Et moi, je reste convaincu toute nation garde sa capacité d'indignation et qu'un jour, oui, il y aura quelque chose qui va enclencher le processus.
Et ce que je peux dire, c'est justement de ne pas abandonner, de continuer le travail. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, même si ce n'est pas évident, toujours d'essayer de prendre le moins de risques. Parce que ça ne sert à rien de se retrouver en prison, de se retrouver au cimetière. On a besoin l'Afrique a besoin de sa jeunesse. Et pour moi, il faut lutter de manière très intelligente, favoriser les moyens de lutte non violents. Et ça, j'ai l'habitude de le dire, les mouvements citoyens en Afrique ne sont pas violents dans leur majorité. Et ils ne le sont pas. Tous les mouvements ne sont pas violents, mais c'est tout simplement la réponse qu'ils ont qui proviennent des régimes qui donnent cette image-là que quand les mouvements se lèvent, il y a une violence qui émerge. Et souvent, certains n'interrogent pas la provenance ou l'origine de cette violence. Donc, je n'ai pas vraiment, pour dire vrai, répondu à votre question, et c'est ce que j'évite parce que je ne connais pas le contexte dans lequel vous vivez, à Djibouti ou au Cameroun. Et donc, j'évite de dire, il faut faire comme ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Parce que le modèle sénégalais, le modèle Y'en pour ne pas marcher dans un autre pays. Et je pense qu'il faut juste développer une intelligence selon notre environnement, selon le régime qu'on a en face. Merci beaucoup, Kafor, pour cette réponse. Alors, il y a une autre question de John Pascal 10. Encore une fois, I'm sorry if I didn't pronounce very good your name. Mais voilà, il demande, c'est en anglais, j'espère que mon anglais ne me trahira pas. Je crois qu'il cherche à demander comment on arrive à résoudre les désaccords au sein de mouvements. Et déjà, si je peux partager l'expérience de la lucha, en fait, déjà, les désaccords en soi, ce n'est pas mal. Hein? Donc, je crois que c'est à force de ne pas être d'accord qu'on arrive à nourrir les débats et qu'on arrive à trouver des compromis un peu plus mûris. Donc, c'est toujours les désaccords pour nous, en tout cas au sein de la lucha, c'est une bonne chose. C'est une voie, c'est ce débat-là, c'est ce conflit d'idées-là qui permet en fait de nourrir les débats et de retrouver une position un peu plus réfléchie, un peu plus mûrie. Par contre, il y a évidemment il y a des limites, hein, je vais dire. Donc, et pour ça, par exemple, au sein de la lucha, on a une charte de mouvement que tous les militants savent, auxquels ils adhèrent, et une charte qui prévoit notamment les valeurs et les principes du mouvement. Donc, c'est des limites contre lesquelles on ne peut pas transiger. C'est par exemple la question de la non-violence. Donc, on peut accepter qu'il y ait des désaccords, mais si quelqu'un va au-delà du principe de non-violence, pour nous, ça veut dire qu'il ne vaut plus la peine d'être appelé militant. Donc, voilà plus ou moins comment on essaie de trouver des solutions. Enfin, on essaie de gérer les désaccords au niveau du mouvement. Donc, pour nous, si je peux me répéter, elles permettent de stimuler les débats et d'enrichir encore notre champ de vision et notre action. Et deuxièmement, lorsqu'elles vont au-delà de ce qui constitue l'identité de notre mouvement, notamment à travers les valeurs et les principes qui sont connus de tous les militants, elles débouchent sur une sanction qui peut aller jusqu'à l'exclusion définitive, voire même définitive de certains militants. Je ne sais pas si Kafor, Anonymous, Eliane, si elle est là, s'ils ont des expériences à partager sur leur mouvement, si c'est différent en fait. Moi, non, je pense qu'en bon luchologue, tu as vraiment explicité. Et oui, la façon dont Yanamar et la lucha fonctionnent, c'est du pareil au même. Juste que voilà, je souscris carrément à ta réponse, quoi. Alors, merci beaucoup. Je crois qu'Abdourahman a posé une autre question. Alors, quand j'ai lu les questions d'Abdourahman, j'ai envie de dire, oui, c'est important peut-être de se connecter au réseau africain, déjà à l'Afrique qui est déjà présent et de voir comment, évidemment, vous voyez par exemple toute la difficulté avec laquelle Kafor a eu du mal à répondre à ces cas, parce qu'évidemment, ça dépendait du contexte et tout le reste. Et je crois que ça risque évidemment d'être la même réponse. Comment réussir une mobilisation de masse pour drainer une foule? Déjà, nous, au niveau de la lutte, on ne réussit pas ça. Il faut
il faut qu'on soit modeste, donc ça peut être compliqué. Donc, et je suis sûr qu'encore une fois, CAFOR, eux qui arrivent à mobiliser les masses, et ça, je dis respect pour Yanama pour ça, c'est, voilà, il peut avoir des réponses, mais je crains qu'ils disent qu'ils ne connaissent pas les contextes. Donc, moi, je pense que beaucoup de questions d'Abdourahmane pourraient trouver des réponses dans ce cadre un peu plus restreint des Afriques et peut-être que, voilà, peut-être que ICNC pourrait organiser une séance pour dire, ben, OK, on échange sur le contexte, avec un regard sur le contexte bien particulier de chaque pays, quoi. Donc, je propose à ce qu'on passe à la question suivante, surtout qu'on ne reste qu'avec 6 minutes. Et je compte sur ceux qui répondent pour être précis dans les réponses. Comment voyez-vous l'ouverture ou la fermeture de l'espace civique dans des pays où la dictature s'est imposée? C'est notamment voilà, le Mali, le Burkina, le Niger. Alors, c'est des pays qui sont proches de CAFOR et Anonymous en Afrique de l'Ouest. Donc, est-ce que vous pourriez répondre un de vous à la question de Gladys Melo Penzo qui pose cette question? CAFOR ou Anonymous? Alors, comment vous voyez l'ouverture ou la fermeture de l'espace civique dans les pays où la dictature s'est imposée, notamment le Mali, le Burkina et le Niger? Je vais me lancer. Moi, je pense que c'est quand même très regrettable de voir ces régimes-là qui ont suscité de l'espoir chez ces citoyens-là. Je veux dire, pas en moi, donc je garde mon point de vue. Mais par exemple, la prise du pouvoir par la junte militaire au Mali, Burkina, ainsi de suite, a quand même suscité de l'espoir chez certains parce que tout simplement, il y avait une démission des politiques. C'est ce qui a favorisé. Donc, on ne va pas revenir sur euh, ce qui a amené la prise de pouvoir par ces régimes militaires. Mais maintenant, ils se sont installés. Mais quelle réponse, quelle alternative ces régimes militaires-là sont en train d'offrir à ces populations, aux citoyens, que ce soit maliens ou burkinabés, pour retrouver la démocratie, pour retrouver un espace de libre circulation, de liberté d'expression. Pour moi, c'est ça fondamentalement la question aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ces régimes sont en train de se, de se, de se transformer et de devenir finalement ce qu'ils ont combattu. Donc, ça ne sert absolument plus à rien. Moi, je pense il faut aujourd'hui que les populations qui avaient acclamé ces régimes-là puissent se lever encore une fois et les exprimer des demandes impérieuses, des demandes claires en termes de démocratie, en termes d'ouverture d'espace, en termes de liberté d'expression, parce que pour moi, c'est fondamentalement. On ne peut pas, par exemple, dire il faut coûte que coûte développer ce pays, mais il y a un minimum. Il y a un minimum pour moi. Il faut restaurer la démocratie, il faut restaurer l'état de droit, il faut permettre à ces citoyens de pouvoir s'exprimer, peu importe leur point de vue. Ça, c'est fondamental. Et j'ai donné l'exemple des régimes militaires qui sont proches de nous, mais c'est valable pour d'autres pays aussi, quoi. Mais j'ai mis l'accent sur ces régimes-là parce qu'ils ont suscité de l'espoir. C'est beaucoup de jeunes maliens, burkinabés et guinéens aussi. Et regardez ce qu'ils en ont fait de cet espoir-là. C'est pour ça que moi, je suis vraiment, j'ai très mal pour ces trois pays-là, et même le Niger. Et je n'ai pas encore vu beaucoup de choses bouger là-bas de ce point de vue-là aussi, mais en tout cas, les trois que je viens de citer qui ont fait presque plus de 3 ans ou 2 ans, je pense qu'il est important aussi aujourd'hui de permettre d'aller vers une ouverture démocratique de leur pays, quoi, et de l'espace civique, tout simplement. Merci beaucoup, Kafor. Alors, ce sera peut-être la dernière question parce qu'il ne nous reste que 2 minutes, 2 petites minutes. Alors, c'est la question de Landry Boumbea qui demande quelles sont les valeurs phares que vous ne trahissez pas. Alors, encore une fois, là, je vais répondre du point de vue de la lucha. Pour nous, je pense qu'il y a 4 valeurs phares
pour nous qui sont inviolables, enfin, ou qui sont incompatibles avec... il y a d'abord la non-violence. Donc, pour nous, quelqu'un ou... Voilà, c'est pratiquement notre identité. Deuxièmement, c'est le fait qu'on soit non partisan. Donc, pour nous, ça fait partie de... Donc, ça permet d'avoir cette liberté d'esprit, d'avoir cette liberté de faire des choses de manière désintéressée et parce que nous sommes dirigés par notre propre liberté. Donc, pour nous, ça, c'est quelque chose d'assez important. Troisièmement, il y a la loyauté. Et je m'imagine que c'est pareil pour toutes les organisations. Et enfin, il y a l'intégrité. Je pense que la lutte, elle est menée par... voilà, pas seulement ce n'est pas une lutte de mouvement, c'est d'abord une lutte personnelle et si jamais on ne l'incarne pas en soi, ce n'est pas évident qu'on peut mener à bon le combat qu'on veut mener. Après, les autres mouvements peuvent avoir d'autres sensibilités et décider de qu'est-ce qui est intransigeable ou pas, mais au moins c'est ça pour nous, pour la lucha. Alors, j'ai vu que Bergeline Domou a dit avoir levé la main que je n'ai pas vu. Donc, je nous prie d'accepter de lui accorder le temps de prendre parole afin qu'elle pose sa question. Bergeline? Bergeline? Alors, oui, Amber. Amber, alors je vois que Oui, Bergeline yes. a demandé à pouvoir poser une Ah, ok. question. Est-ce qu'elle est là? Malheureusement, Ok, on ouais. fait focus sur les questions Ok, écrites et on n'a pas pris après, sa main. Donc, je nous ça propose marche. d'accorder une minute, enfin, le temps de poser sa question. Oui. Je sais qu'elle est là. Bergeline? Bergeline, elle est là, mais elle ne parle pas. Bergeline? C'est un si joli prénom. Ouais, alors, après, on ne va pas l'attendre. On comprend bien, mais bon, elle n'est pas là, donc difficile. Peut-être qu'on Est-ce va... que vous m'entendez? Ah Ah, oui. ça marche. Enfin, on t'attend. Et on s'excuse de n'avoir été focus que sur les réactions écrites. Tu as la parole, Bergeline. Merci beaucoup, camarades. Je suis effectivement Bergeline Domou. Je suis au Cameroun. C'est vrai que j'ai une minute, donc je ne vais pas beaucoup parler. C'était moins une question qu'une réaction, notamment par rapport à Y'en a marre, qui est, on peut dire, le Sénégal, qui est la star actuellement. Donc, et ma réaction était un peu axée sur le fait que il a dit quelque chose de très important. Les contextes ne sont pas les mêmes. Donc, il est difficile de transporter ce qui se fait au Sénégal pour amener au Cameroun, au Togo ou dans tous ces pays où depuis des années, nous avons les mêmes présidents ou qui ont les mêmes modèles de réaction qui est la violence, l'intimidation, l'emprisonnement et même parfois la mort. Donc, on ne peut pas transposer tout de go, mais quand même, il y a des éléments que je pense que sur lesquels on peut s'atteler pour dire qu'il y a une possibilité, notamment, je vais parler ici de le people power, la force du peuple, le nombre, l'action du peuple est très important. On l'a vu au Sénégal. L'action du peuple a été décisive. Ils ont maintenu la pression, ils ont été dans les rues. Mais à côté aussi, on a des institutions très fortes. Ça, c'est un élément que j'ai regardé au Sénégal, que quand vous ramenez au Cameroun, le Cameroun est un pays où le système judiciaire, le système législatif, tout est contrôlé par je veux dire par une même personne, je veux dire le pouvoir en place. Et donc, ce qui fait qu'il est difficile de pouvoir s'appuyer sur ces institutions comme l'a fait les Sénégal, pour ce qui est du Sénégal.
Donc, c'est des contextes très difficiles, c'est des contextes très violents, mais où il est important. Il est important et c'est là où il ne faut jamais laisser la garde, où il est important. Je ne le pense pas seulement pour le Cameroun, de refonder totalement. Parce que si aujourd'hui nous voulons tous être le Sénégal, il est essentiel pour tous nos pays, je parle du Cameroun en premier, et des autres pays, de refonder l'État. Parce que le système est tellement ancré, le système est tellement pourri, le système est tellement solide, il faut le dire. Et à côté de cette solidité du système, il y a le fait qu'ils ont, pour ce qui est du Cameroun, ils ont décitoyennisé les populations. Vraiment, ils ont zombifié, ça c'est même le mot qu'il faut utiliser, ce qui nécessite. Nous avons ici au Cameroun une année où on parlait l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Donc, ils ont réussi à travers de tels slogans à retirer le citoyen, le Cameroun, les Camerounais de l'action publique. Donc, je parle de décitoyennisation. Et aujourd'hui, le gros travail que nous abattons, nous, au niveau de Stand Up for Cameroun. Stand Up for Cameroun, c'est le mouvement dans lequel je milite et qui est un regroupement des partis politiques, des organisations de la société civile. Aujourd'hui, c'est de récitoyenniser ce peuple pour qu'au moins on commence à faire face à ce gouvernement, quitte à savoir si ce sera non violent ou pas. Ce sera non violent parce qu'on est non violent, mais il faut déjà que le peuple, la population prenne conscience de sa force, qu'elle est capable d'agir et qu'il faut aller de l'avant. Mais auparavant, il faut refonder ces États. C'est primordial. Le Sénégal a eu cette chance qu'elle avait des institutions solides. Elle a toujours eu des institutions solides qui pouvaient appuyer l'action du peuple, ce que nous n'avons pas dans la plupart de ces pays, notamment pour ce qui est du Cameroun. Donc, il est important de refonder, de rebâtir justement le people power et donc de mener des actions avant d'avoir un État à qui on fait face, donc avant d'entrer en confrontation. Là, je parle rapidement parce que je crois que je suis out of time. Mais je crois que j'aurai l'occasion, s'il y en a, de revenir sur cette réalité camerounaise où, en pleine dictature, où il est important déjà de militer, mais qu'il est essentiel qu'on milite parce qu'il faut aller à bout de ce système. Et pour nous, c'est à travers la transition politique. Merci beaucoup et je m'excuse. Merci. Non, merci. C'est plutôt nous qui nous excusons pour n'avoir pas vu ta mère. Merci Bergeline et aussi bravo pour le travail que vous faites au sein de Stand Up for Cameroun. Je crois que c'est un des contextes les plus compliqués. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des occasions pour échanger davantage et c'est d'ailleurs c'est sur quoi Amber va revenir dans son message de conclusion, un peu sur la conclusion et sur les possibilités d'échanger à l'avenir, peut-être sur un thème qui mettrait à premier plan le Cameroun ou peut-être une autre région parce que les violences et les dictatures se pratiquent partout. Donc, à toi, Amber. Okay, thank you. Can everyone hear me just to make sure? Give me a thumbs up, Stuart, if it's okay. Okay. Yeah, it's okay. Yes, Bergeline and I work very closely, actually, and we will absolutely keep in touch about this. Thank you, everyone, for joining us today. I hope that you enjoyed and learned a lot from these experiences, these lived experiences, and the analysis of each of our writers, as well as Stuart. Excellent guest editor. You've done an amazing job, Stuart, with a lot of complex information and in difficult circumstances. So I want to recognize your excellent work and thank you. And also thank you to Kafour and to our friend in Cameroon and to Eliane for their excellent work. And I want you to go to slide 31. Yes, we're here. So what's next? We have another guest edited blog series in the works. This time
It will be, next slide, actually guest edited by our friends, Sarah and Mustafa from Humana, humana.org. You can check them out. They are going to be focusing on activism in exile, challenges, opportunities, lived experiences, and the series will be published in English and Arabic. If anyone knows Arabic interpreters, please get in touch with me. And Arabic editors, I would greatly appreciate it. We can go to the next slide. Just wrapping up real quick. So then we also have, I'm sorry, so that that will let you know the date when that comes, but it's going to be in June for the Activism and Exile. I believe it's June 6th, actually. And yes, June 6th. So that's going to be coming up on June 6th. We have another webinar even sooner. Thursday, May 2nd, we're going to have a really great lineup for a webinar called Supporting Activist Writing, a conversation with social justice editors. We have a great lineup with some really outstanding social justice editors and even publishers. It'll be a great opportunity for those of you who are activists and who want to get into writing and who want to do some networking to join us, and also for any movement allies as well to tune in and hear more about how to support activist writing. Let's go to the next slide. I think we're almost done. Keep in touch with me if you'd like. Email me, check out our React blog series. Let us know your reactions. Please share your feedback directly, and thank you so much for joining us. I think we are good. Last slide just says merci beaucoup, and thank you very much. Thank you to our interpreters as well. All right.